Alors donc 50 États se sont mis d'accord le 26 juin 1945 pour créer l'ONU par le biais de la Charte de San Francisco. Et cette ONU repose sur un certain nombre de principes et de missions, que ces principes et ces missions, on peut les retrouver dans votre manuel avec les documents 2, page 26 et la question 2, page 27. Et donc parmi ces missions et les moyens de l'ONU, eh bien évidemment, le premier, c'est de préserver les générations futures du fléau de la guerre, c'est-à-dire préserver la paix. La défense des droits de l'homme, qui est annoncée par ce point ici. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'égalité entre les hommes et les femmes aussi, donc l'égalité entre les sexes qui est défendue par l'ONU. De même que l'égalité entre les nations, il n'y a pas de petites ou de grandes nations. Il y a une égalité entre toutes les nations. Il y a un respect du droit international qui est annoncé par ce point, de respect des traités et du droit international. Et l'objectif de l'ONU, c'est également de favoriser le progrès social. Donc voilà les missions de l'ONU. Si on prend l'ONU, toutes les grandes puissances en sont membres et chaque puissance compte pour une seule voix. Que l'on soit le Luxembourg ou les États-Unis, au sein de l'ONU, chaque pays vaut pour une voix. Donc quand il y a une décision qui doit être votée, chaque pays compte pour une voix. Après, on verra que c'est pas tout à fait égalitaire quand même. Le recours à la force est favorisé par la force armée, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, les casques bleus. Alors cette ONU est composée donc de différents organes. Alors ces organes ne sont pas limités uniquement à ce qui est en bleu, là où vous voyez marqué organes de l'ONU. Ces organes, en fait, c'est d'abord un conseil de sécurité. Le conseil de sécurité, c'est entre guillemets l'instance supérieure de l'ONU. Alors, ce conseil de sécurité, c'est celui que vous trouvez ici dans le cadran rouge, il comporte 15 membres, dont 5 membres permanents. Ces 5 membres permanents, ce sont les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni, la France et la Chine nationaliste, c'est-à-dire Taïwan jusqu'en 1971, puis la Chine communiste ensuite. Donc, vous le savez sans doute pas, mais la Chine en fait est divisée en deux États. Il y a la Chine nationaliste, c'est Taïwan, et la Chine communiste, c'est celle que vous connaissez, la République populaire de Chine. Ces 5 pays, en fait, ce sont des pays qui sont vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. C'est ça leur point commun. Et ils ont un droit de veto au sein du Conseil de sécurité. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de s'opposer aux décisions du Conseil de sécurité. C'est-à-dire aux décisions de l'instance qui dirige l'ONU, en quelque sorte. Ce Conseil de sécurité, il est composé également de 10 membres provisoires qui sont élus chacun pour 2 ans. Alors en dehors pardon, des membres permanents que je viens de citer, les membres provisoires, vous les avez ici, ils viennent d'être élus pour la plupart. D'autres le seront à partir de 2021. Donc vous avez l'Afrique du Sud, l'Allemagne, la Belgique, l'Estonie, l'Indonésie, le Niger, la République dominicaine, Saint-Vincent et les Grenadines, ce sont des îles dans les Antilles, la Tunisie, le Vietnam. Donc les 10 membres qui sont élus pour 2 ans. Et à l'heure actuelle, ça peut vous paraître surprenant, mais c'est Saint-Vincent et les Grenadines qui est président du Conseil de sécurité. Alors au sein de ce conseil, on a la Chine, les États-Unis, la France, la Russie, le Royaume-Uni, donc des très grandes puissances. Eh bien, c'est la toute petite île de Saint-Vincent et les Grenadines qui est président du Conseil de sécurité. Donc il y a une idée un peu d'égalité entre tous les pays, je vous en ai parlé. Et pour l'instant, si on considère que tous les 2 ans, donc il y a 10 membres qui sont remplacés, eh bien pour l'instant, il y a une cinquantaine de pays dans le monde qui n'ont pas encore été membre du Conseil de sécurité de l'ONU, sur les 200 pays à peu près que compte la planète. Alors, ce Conseil de sécurité, il prend, comme il vous a indiqué, des résolutions pour le maintien de la paix. Donc, c'est son objectif premier. Il va prendre des résolutions. Alors, souvent, notamment pendant la guerre froide, vous avez eu des grandes oppositions entre les États-Unis et l'URSS, puisque c'était les deux blocs de la guerre froide, avec leurs alliés. L'URSS, c'était plutôt la Chine populaire de Mao Tse-tung. La France et le Royaume-Uni étant plutôt alliés des États-Unis. Donc, souvent, les décisions du Conseil de sécurité étaient bloquées par des partisans soit des États-Unis, soit de l'URSS. Alors, autre organe qu'on trouve au sein de l'ONU, vous avez ce qu'on appelle une assemblée générale. Au sein de l'assemblée générale, tous les pays qui sont membres de l'ONU se réunissent. Donc en 1945, il y avait 51 membres, en 1960, 100 membres, ou en 2015, 193 membres. Donc s'il y a eu de plus en plus de membres, c'est surtout parce qu'il y a eu de plus en plus de pays qui ont été créés à la suite de ce qu'on appelait la décolonisation, notamment dans les années 60, donc après la Deuxième Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, on tourne autour des 193 membres.
Et lorsqu'il y a une réunion de l'Assemblée générale, chaque État compte pour une voix. Donc, de cette assemblée générale vont être élus les membres de tous les conseils. Donc, les conseils, vous les avez, hein, vous avez la Cour internationale de justice, le Conseil économique et social, le secrétariat général, les organes de l'ONU. Alors, de l'ONU dépendent certaines institutions spécialisées, hein, vous en connaissez peut-être certaines de noms comme l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, donc celui qui s'occupe des enfants, vous avez le petit logo ici. Vous avez l'UNESCO également. Donc l'UNESCO, vous savez, c'est tel monument est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Donc c'est un organisme qui est chargé du patrimoine culturel, de l'humanité et de le défendre et de le protéger. Vous avez d'autres organisations comme par exemple la FAO, qui est l'organisation qui s'occupe de l'alimentation mondiale. Vous avez l'OMS, on en a beaucoup parlé de l'OMS avec le coronavirus, donc l'Organisation mondiale de la santé. Toutes ces institutions font partie de l'ONU et l'ONU prend, par le biais de ces institutions, donc en charge différents aspects de la solidarité internationale. Rappelez-vous, c'était l'un des objectifs de l'ONU, on pense toujours à la paix, mais c'est également agir pour la solidarité internationale entre les États. Alors, l'ONU, il est dirigé par un secrétaire général qui est élu pour 5 ans et qui est rééligible. Et ce secrétaire général, il doit exécuter les décisions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Alors, ce secrétaire général, à l'heure actuelle, hein, vous l'avez ici, vous avez sa page Wikipédia, il s'appelle Antonio Guterres et c'est l'ancien Premier ministre du Portugal, donc il est secrétaire général, si je ne dis pas de bêtises, depuis le 1er janvier 2017, donc c'est tout récent, et il est le 9e secrétaire général depuis la création de l'ONU. Donc vous voyez, entre 1945 et 2020, c'est-à-dire en 75 ans, il y a eu 9 secrétaires, ce qui fait une moyenne d'à peu près 8 ans, 8-9 ans par secrétaire général. Donc c'est en quelque sorte le dirigeant qui représente l'ONU et qui a rang de chef d'État. Donc ce haut fonctionnaire là, Antonio Guterres, eh bien, avec son organisation de l'ONU, hein, il a pour objectif d'empêcher l'apparition, l'aggravation ou l'extension de tout conflit qui pourrait mettre en péril le maintien de la paix ou le respect du droit international. Donc il a vraiment un rôle très important. Pour les personnes qui n'auraient pas respecté le droit international, qui auraient commis par exemple des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des génocides, eh bien de l'ONU dépend ce qu'on appelle la Cour internationale de justice, qui comporte 15 juges qui sont élus et qui fait respecter le droit international. Alors dans le domaine de la justice, on dit qu'elle dit le droit international. Cette Cour de justice internationale, elle siège dans la ville hollandaise de La Haye, ça s'écrit La Haye, mais ça se dit La Haye. Alors en 1948, pardon, l'ONU va adopter la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, qui va finalement universaliser la Déclaration des droits de l'homme française, hein, donc faire en sorte que liberté, égalité, droit à la souveraineté nationale, droit à la sécurité, les différentes libertés de conscience, liberté de penser, liberté de se réunir, soient des principes qui soient partagés par tous les pays dans le monde. Donc, l'ONU pose également le principe général de la sauvegarde des droits et de la dignité de l'homme, hein, ce qui découle de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Chaque homme donc a le droit à des droits, c'est le cas de le dire, et a droit à la dignité, donc doit être considéré comme quelqu'un de digne. Et donc l'ONU, grâce à cette Déclaration universelle des droits de l'homme, pose les fondements de la liberté, de la justice et de la paix pour les habitants de la Terre entière. Alors ici, donc, vous avez une illustration de ce que pouvait être la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, en 1948, décidément, j'y tiens, 1848. Et donc, nous allons voir en grand B, suite à la Seconde Guerre mondiale, la façon dont ont été jugés les coupables avec deux procès, les procès de Nuremberg en Allemagne et de Tokyo au Japon. Et on va voir notamment quel rôle jouent ces premiers tribunaux internationaux dans le processus de paix. Puisqu'on vient de voir que des tribunaux internationaux dépendent de l'ONU, eh bien ici vous allez avoir des tribunaux internationaux, donc composés de membres qui viennent de plusieurs nations et qui vont juger ce qu'on appelle les criminels de guerre.
c'est-à-dire les criminels de guerre, donc des personnes qui ont profité de la guerre pour commettre des crimes, alors des crimes de différentes natures. C'est ce à quoi vous aurez à répondre à l'aide du questionnaire que vous avez à faire pour demain. Donc, le premier procès qui va nous intéresser, hein, ce sont ceux qu'on appelle les procès de Nuremberg, car il y en a plusieurs, entre 1945 et 1946. Donc ces procès, ça va être l'occasion, entre guillemets, déjà de dénazifier la société, notamment la société allemande. Et donc c'est un processus judiciaire, donc qui se fait devant un tribunal, hein. Vous en avez ici une photo, hein, qui a été prise à ce moment-là. D'ailleurs, on voit la police militaire américaine qui est là, et puis ici avec des lunettes de soleil, notamment vous avez des accusés, hein, qui sont les dignitaires du Troisième Reich. Cette dénazification, donc, ce processus judiciaire est engagé contre les criminels nazis, du moins ceux à qui on a réussi à mettre la main dessus, hein, parce que vous savez qu'Hitler s'est suicidé, Himmler s'est suicidé également, Heydrich avait été exécuté par des résistants tchèques, Martin Bormann a réussi à fuir, puis s'est suicidé. Mengele, le docteur d'Auschwitz, a fui en Amérique du Sud, et un certain nombre ont réussi à disparaître après la guerre et n'ont jamais été retrouvés, ou bien ont changé d'identité, ou bien ont été protégés. Et donc, ce procès de Nuremberg, il va avoir lieu du 20 novembre 1945 jusqu'au 1er octobre 1940. Donc, il va falloir juger les principaux dignitaires nazis, les 22 inculpés, hein, donc que vous voyez ici alignés avec en numéro 1 l'accusé le plus important qui s'appelle Hermann Göring, qui réussira lui aussi à se suicider en prison. Ça peut vous paraître très surprenant, il va réussir à se suicider en prison avec du poison alors qu'il était sous haute surveillance de la police militaire américaine. Donc on pense qu'il y a eu des complicités qui l'ont aidé à se suicider. Et la plupart vont être condamnés d'ailleurs à mort et à la pendaison, parce que le fait d'être fusillé, normalement, est réservé aux militaires, mais la pendaison est considérée comme un acte beaucoup plus lâche qu'on réserve à ces criminels de guerre dont on reparlera. Alors vous, ce que vous avez à faire, vous avez un petit questionnaire que je vous ai mis sur Pronote, et à l'aide d'un extrait donc de la vidéo, hein, dont je vous ai mis le lien sur Pronote, un extrait du procès qui a eu lieu à Nuremberg, eh bien vous devez répondre à un certain nombre de questions que nous corrigerons demain. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve lors du prochain épisode. Bonne soirée.